Bonjour et bienvenue dans ce 18e numéro de Méditerranée, au cours duquel nous reviendrons sur la COP 21. La Méditerranée, c'est aussi une somme de fleurs impressionnante. Mireille Roland, qui préside à l'association Fleurs de Jardin, en connaît un bon nombre et elle nous révèle certains petits aspects de ces fleurs que nous côtoyons et dont nous ne savons pas souvent qu'elles sont bonnes à manger. Oui. Et pour commencer, nous nous posons une question que nous posons à Jean-François Coustillère. Est-ce que Daesh n'est pas en train de mener une véritable croisade, une guerre contre les chrétiens? Alors, d'abord, sur l'action de Daesh, Daesh ne se contente pas de poursuivre les chrétiens, les croisés, etc. Daesh s'oppose, détruit, martyrise tout ce qui n'est pas, je dirais, presque Daesh. C'est-à-dire qu'ils attaquent aussi bien les croisés que les yézidis, que les chiites, y compris les sunnites qui ne respectent pas la doctrine Daesh, qui est fortement inspirée, pour ne pas dire alignée, sur le wahhabisme promu par l'Arabie Saoudite et le Qatar. Donc on a très nettement une action terroriste d'établissement d'un État qui se fait contre tout ce qui n'est pas Daesh, force sunniste d'inspiration wahhabite, ce qui veut dire qu'ils rejettent les sunnites qui ne se reconnaissent pas dans le wahhabisme. Alors, partant de là, le fait que la Tunisie et l'Algérie créent un film sur Saint-Augustin, je crois que c'est effectivement extrêmement positif, très encourageant. Parce que ça prouve qu'au moins ces deux pays ont la volonté de sortir d'un espèce d'archaïsme politique qui voulait que les pays, comme la Tunisie par exemple, avaient connu leur naissance au moment de la colonisation et de l'expansion arabo-musulmane. Tout ce qui était avant 636 était considéré comme non avenu. Et seule l'histoire commençait seulement en 636. Le fait que ce film soit mis en œuvre, soit élaboré, soit créé par ces deux nations, l'Algérie et la Tunisie, montre qu'ils vont contre cette tendance et que, ce faisant, ils s'opposent aux approches obscurantistes des salafistes qui veulent réduire ces pays à une origine strictement arabo-musulmane. En effet, Saint-Augustin est un homme qui appartient au patrimoine tunisien et algérien, mais c'est un philosophe, un théologien. Ses origines sont à la fois berbères et latines. Il fait partie des pères de l'Église occidentale. Il est l'un des 36 docteurs de l'Église. Et à ce titre, bien sûr, il ne fait pas partie en tant que tel de l'histoire musulmane. Mais il fait partie de l'histoire de ces deux pays, du patrimoine de ces deux pays. Et il est très encourageant de voir ces deux pays aller vers l'élaboration d'un film. Souhaitons que cette hirondelle d'une volonté de pays du Maghreb de dépasser la stricte histoire arabo-musulmane constitue une hirondelle annonçant un printemps où les Tunisiens et les Algériens iraient analyser, traiter, étudier, explorer leur passé au-delà de la stricte composition musulmane. Sans transition aucune, nous retrouvons maintenant Mireille Roland qui va nous parler de fleurs de la Méditerranée, de fruits, de légumes un peu oubliés. L'association Fleurs de Jardin promeut la connaissance des plantes et des jardins au cours des siècles. Tous les usages des plantes, alors les usages médicinaux, les usages magiques, les usages teintoriaux et évidemment les plantes alimentaires. Par exemple,
le millepertuis officinal que vous voyez dans les collines et qui vous fait une excellente huile pour la peau contre les brûlures, eh bien cette plante qu'on appelait aussi plante de Saint-Jean, on la ramassait donc la nuit la plus courte de l'année et en fait on la mettait devant sa porte et elle permettait d'être protégée tout le restant de l'année. Je m'intéresse donc énormément à tout ce qui est plante, tout ce qui est végétal, tout ce qui est légumes et tout. Et donc il y a beaucoup de légumes qu'on ne trouvait plus pour un tas de raisons et que maintenant, sous l'influence des potagers bio et ce genre de choses, maintenant on recommence à les trouver. Et ça m'arrive souvent, bon moi je vais chez certains producteurs, ce sont des producteurs locaux, et que vous trouvez sur le marché de la Seine, sur le marché d'Olioul, le marché des producteurs d'Olioul, vous le trouvez aussi le week-end sur le petit cours Lafayette à Toulon. Par exemple, vous avez, alors on n'en trouve pas toujours, mais vous avez le crône du Japon. Et en fait, ce crône du Japon, il vient de Chine. Et il a été cultivé pour la première fois par un monsieur Pailleux qui avait un jardin expérimental à Crosne. Et donc il a essayé une fois, et puis il a essayé deux fois, il n'arrivait pas trop à avoir les résultats qu'il voulait, puis finalement il a réussi à les cultiver. Et il appelait ça Crosne, puisque ça venait de la ville de Crosne, et du Japon, parce qu'on était un petit peu au moment de l'Art Nouveau, et au moment de l'Art Nouveau, tout ce qui était japonisant était à la mode. Donc il a appelé ça Crosne du Japon, parce que c'était à la mode et que ça faisait un peu rêver. Voilà. Donc ça, le crône du Japon, c'est un petit tubercule que vous ne pelez pas, que vous rincez, et vous le faites cuire à la vapeur et après vous le passez dans un jus. Vous pouvez faire un gratin, vous pouvez le faire avec de la crème. C'est quelque chose de très agréable, c'est très subtil comme goût. Alors après vous avez aussi le fameux topinambour. Alors le topinambour, c'est vrai qu'il a un très mauvais passé puisque c'est ce qu'on a mangé pendant la guerre et on ne trouvait que ça. Et en fait le topinambour, c'est quelque chose qui a été découvert par Jacques Cartier au Canada dans les années 1600. Et ces topinambours, en fait, tous les colons qui se sont installés là-bas, la vie était très dure. Il y avait beaucoup de disettes, ils n'avaient pas trop l'habitude du climat canadien. Et donc, ils se sont rapprochés des Indiens en leur demandant un petit peu ce qu'ils pouvaient manger. Et les Indiens, donc, leur ont indiqué, les pommes de terre, bien sûr, et leur ont parlé aussi des topinambours. Et ces fameux topinambours, c'est quand même très facile de culture. Vous plantez un tubercule de topinambour, dans 2 ans, vous allez en avoir 200. Nous avons des légumes un peu plus spécifiques, qui aiment beaucoup les jours longs, qui aiment la chaleur. Par contre, une chose qu'on cultivait beaucoup, c'était le panais. Alors le panais, c'est quelque chose qu'on a cultivé depuis l'Antiquité. Les Romains en étaient très friands. On l'a cultivé au Moyen-Âge, on l'a cultivé à la Renaissance. Et en fait, au moment de la culture de la pomme de terre, le panais s'est un petit peu effacé. Parce que c'était peut-être plus facile de cultiver les pommes de terre. Voilà. Le panais, c'est un goût aussi très très fin. Alors le panais aussi, vous pouvez le faire en velouté, vous pouvez le faire en gratin, vous pouvez le faire en tarte, il y a un tas de recettes. Et le panais se marie très bien avec le gingembre. Après, vous avez les rutabagas. Alors le rutabaga, c'est quelque chose qui est un navet, c'est un croisement entre le navet et le chou. Donc le rutabaga, vous le cuisinez avec une boîte de gésier confit, vous récupérez la graisse, vous faites cuire vos rutabagas comme des pommes sarlandaises et à la fin de la cuisson, eh bien, vous prenez vos gésiers confits, vous les coupez en tranches, vous les mélangez avec votre rutabaga, vous mettez un petit peu de persillade et c'est un plat excellent. Alors, le dahlia est apparu en Europe en 1712 en provenance du Mexique. Et au Mexique, les botanistes qui l'ont découvert ont su que les Aztèques le cultivaient et le mangeaient cuit sous la cendre. Donc ils se sont dit que ce serait peut-être une bonne idée de l'importer en tant que plante alimentaire. Alors on a fait différents essais. Le climat, le rendement n'a pas été à la mesure des espérances. Finalement, on s'est rendu compte que ça faisait de très jolies fleurs, donc on a beaucoup amélioré la fleur du dahlia. Donc si un jour il y a une disette, vous pourrez toujours déterrer vos tubercules de dahlia. Revenons maintenant avec Marcel Barbero sur la COP 21. On a parlé de la grand-messe diplomatique, mais sur le plan strict de la nature, qu'en reste-t-il ?
Alors, il y a dans le problème de la COP 21 deux aspects. Les experts ont travaillé à la fois sur les milieux naturels, sur les phénomènes qui se produisent sur ces milieux naturels et les moyens de contenir ces phénomènes. Un groupe a travaillé par exemple sur l'océan en faisant le constat que la diminution de l'activité photosynthétique, donc la création de phytoplancton qui engendre une diminution très forte des CO2, avait des incidences sur les ressources de la mer et la nécessité aujourd'hui de mettre en place des plans de pêche pour assurer le maintien puis de nouveaux départs pour la création de la ressource. Il y a eu cet aspect-là, il y a eu le problème également de toute la poubelle marine constituée par des plastiques qui recouvrent, il ne faut pas oublier, l'équivalent d'un continent comme l'Australie, c'est dire tous les effets qui se produisent sur la photosynthèse et donc sur la production végétale et donc sur la ressource. Il y a eu le problème également du littoral qui est un lieu d'interface terre-mer où le montée des niveaux de l'eau engendre aussi pour certaines ressources, j'ai parlé déjà des mangroves, des risques très importants. Donc cet aspect mer a été bien qualifié. Ensuite, un groupe a travaillé sur la terre et en particulier le rôle puissant des forêts tropicales dans la conservation du grand ballon d'oxygène planétaire, forêts tropicales qui sont réparties essentiellement dans l'Amazonie, qui est fortement atteinte par les défrichements, sur l'Afrique, où les défrichements ont commencé bien antérieurement à l'Amazonie, et sur l'Asie, et notamment sur toute l'insule Inde, où des pays comme la Chine et les États-Unis favorisent l'exploitation industrielle de cette forêt. Mais il y a eu aussi, sur ces problématiques-là, l'aspect conservation des sols, parce que c'est dans les vieilles forêts, y compris dans nos régions, que l'on a les sols qui sont fonctionnels. Ces sols ont des milliards de micro-organismes et d'organismes qui contribuent à stocker du carbone et donc du gaz carbonique, et la préservation de ces sols contribuera aussi à diminuer le réservoir de risque en ce qui concerne l'augmentation du gaz carbonique. Et puis il y a eu les aspects liés à la désertisation, la désertification, la diminution des ressources, et on a vu à Rio déjà avec la préservation de la biodiversité toutes les, je dirais pas les catastrophes, mais tous les risques que l'humanité connaît aujourd'hui. En somme, Rio a annoncé Paris. Merci. Et on peut dépasser. Et avant de nous quitter, nous voudrions vous recommander la conférence dans le cadre du programme des entretiens Euromed IHEDN à la Maison Méditerranée à Marseille. Ça se déroulera le 12 janvier et le thème sera la Méditerranée au Moyen-Âge, les hommes et la mer. Une question importante traitée par un historien spécialiste du Moyen-Âge, donc le 12 janvier à 19h à Marseille. Et voilà, c'est terminé pour cette semaine. À bientôt, à la semaine prochaine en tout cas. Si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura y no ponga los ojos en esa hermosa que frunce de promesas la boca impura. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. El dolor mata, amigo, la vida es dura, la vida es dura. Y ya que usted no tiene ni hogar ni esposa, ni hogar ni esposa, eche 20 centavos en la ranura.